Une jeune Britannique, travaillant comme hôtesse à Tokyo, disparaît brutalement. Ceux qui connaissaient Lucy savaient que ça ne lui ressemblait pas. C'était une fille qui gardait des liens très étroits avec sa famille en Angleterre. Son père, affolé, est désespéré par la réaction des autorités japonaises. Le processus prenait un temps fou. C'était énervant. Et en attendant, on n'arrêtait pas de se demander où était Lucy. Pourtant, la détermination de sa famille donnera à cette affaire de disparition locale une dimension mondiale. We'll do everything we can. We're working closely with the Japanese authorities here. En initiant la plus grande enquête criminelle de l'histoire du Japon, les enquêteurs découvriront les fantasmes sordides d'un séduisant millionnaire. C'est effectivement un homme très dangereux sur le plan sexuel. Voici comment l'homme surnommé le monstre à visage humain a été envoyé devant la justice. Tokyo est une capitale dynamique et moderne. C'est un aimant à touristes et une étape exotique pour les jeunes étrangers. Tous les ans, des milliers de femmes du monde entier sont attirées par l'argent facile, gagné en tant qu'hôtesse dans les bars de nuit tokyoïtes. Richard Lloyd Parry, un journaliste permanent à Tokyo, a suivi l'affaire depuis ses prémices. À Londres ou à New York, le terme hôtesse désigne quelque chose de plutôt sordide qui s'apparente à la prostitution. Au Japon, ce n'est pas le cas. Les bars de nuit sont des endroits où les hommes se rendent après le travail pour boire un verre ou parler aux filles uniquement. Leah Jacobson, une expatriée américaine installée à Tokyo, a travaillé comme hôtesse pendant plus de 2 ans. Ce métier consiste à complimenter les hommes, à flatter leur ego. Les hôtesses remplissent votre verre, allument vos cigarettes, vous chouchoutent et vous traitent comme une star de cinéma. De nombreux Japonais recherchent une particularité bien précise, encore plus appréciée que la conversation ou la compagnie de jolies jeunes femmes. Beaucoup d'hommes apprécient les blondes aux yeux bleus. Et certains clubs sont spécialisés dans ce genre de fétichisme. Le 4 mai 2000, Lucy Blackman, une ancienne hôtesse de l'air de 21 ans, atterrit à Tokyo avec une amie, Louise Phillips. Elle désire gagner de l'argent et surtout profiter de la vie culturelle trépidante du Japon. Tim, le père de Lucy, se souvient quand sa fille a décidé de partir en Extrême-Orient. Elle travaillait comme hôtesse de l'air pour une compagnie aérienne britannique avec son amie Louise. Après avoir pris la décision de faire ce voyage palpitant toutes les deux, elles ont plaqué leur boulot d'hôtesse de l'air et ont commencé à préparer leur séjour. Quelques semaines après leur arrivée à Tokyo, les deux jeunes femmes trouvent une place d'hôtesse dans un club du quartier de Roppongi, le Casablanca. Malheureusement, elles ne savent pas que ces bars sordides aux lumières tamisées ne sont pas sans danger. Akio Kuroki a servi au sein de la police tokyoïte pendant 23 ans avant de devenir chroniqueur judiciaire. Il connaît bien le quartier de Roppongi. Je pense que l'expression quartier chaud est la meilleure pour décrire cette zone. On y trouve de nombreux bars très huppés qui emploient des hôtesses tout aussi chics. Parfois, dans ces bars, on peut se retrouver impliqué dans des activités criminelles, comme la prostitution et la vente de stupéfiants. On peut même y rencontrer des membres de la mafia. Pour les Japonais moyens, Roppongi est un quartier très dangereux. Dans l'univers des clubs de Roppongi, où règne l'obscurité, les jeunes étrangères vont à des rendez-vous organisés qu'on appelle dohan quand un client les apprécie. Ces hommes payent très cher pour emmener l'hôtesse dîner
et doivent impérativement la ramener au club une fois le rendez-vous terminé. C'est un rendez-vous tarifé, où les hommes nous emmènent dans de beaux restaurants et nous font visiter la ville. On fait comme s'il s'agissait d'une vraie relation, alors qu'en fait, tout le monde sait qu'il s'agit d'un Doan. Elle m'en a parlé au téléphone en disant qu'elle espérait décrocher un Doan. Et comme je ne savais pas ce que c'était, elle m'a répondu qu'un type l'emmènerait dîner, la ramènerait au club et qu'elle toucherait beaucoup d'argent. Alors j'ai fait, si c'est ton boulot, vas-y. Le 1er juillet 2000, Lucy ne revient pas à son appartement après avoir effectué son tout premier Doan avec un client du Casablanca. Le lendemain matin, son amie et colocataire Louise reçoit un coup de fil très étrange de la part d'un homme qui saurait où se trouve la jeune femme. Très inquiète, elle appelle immédiatement la mère de Lucy au Royaume-Uni. Bonjour Jane, c'est Louise. Je suis un peu inquiète parce que Lucy n'est pas rentrée hier soir. Et un type vient de m'appeler pour dire qu'elle a rejoint une secte. Pour le père de Lucy, ces nouvelles sont particulièrement alarmantes. Pour moi, il était impossible que ma fille ait volontairement rejoint une secte religieuse, parce que ce n'était pas son genre. Sa famille cherche le moindre détail concernant sa disparition. Malheureusement, le décalage horaire complique les échanges d'informations. Moins de 24 heures après la disparition de sa sœur, Sophie Blackman prend le taureau par les cornes. Sophie m'a dit qu'elle prenait l'avion pour Tokyo et je lui ai répondu que je trouverais beaucoup plus de renseignements en restant à la maison, pendu au téléphone pendant 3 ou 4 jours, pour parler au plus grand nombre de personnes. Au fil des heures, l'inquiétude monte. Arrivée à Tokyo, Sophie prend contact avec l'ambassade de Grande-Bretagne et la police locale. Mais après 2 jours dans la capitale japonaise, elle est abasourdie par l'absence de réaction que suscite la disparition de sa sœur. Abattue et déçue, elle appelle son père. Sophie m'a appelé en disant « Mes démarches ne donnent rien. La police s'en fiche parce que Lucy était étrangère. En plus, je suis une fille, et dans ce pays, les femmes sont dénigrées, parce qu'elles sont considérées comme des citoyennes de second rang. Pour le moment, la police ne veut même pas enregistrer Lucy comme personne disparue. » Elle travaillait en tant qu'hôtesse dans un bar, mais sans avoir de papier l'autorisant à travailler. C'est toléré, bien que ce soit illégal. La police n'a pas pris cette histoire au sérieux. Une fille qui travaille dans ce genre de bar et qui part avec un des clients, ça ne marchait pas. Tim comprend qu'il faut agir immédiatement. Sans vraiment savoir par où commencer ses recherches, il prend le premier vol pour Tokyo. Une jeune Britannique travaillant comme hôtesse à Tokyo a disparu dans de mystérieuses circonstances. Cela fait 1 semaine que Lucy Blackman, une ancienne hôtesse de l'air de 21 ans, originaire du Kent, est introuvable. Affolé, son père Tim a traversé la moitié du globe pour rechercher sa fille. J'étais en état de choc. J'étais complètement perdu. Quand quelqu'un me disait quelque chose, j'oubliais immédiatement ce qu'on m'avait dit et qui me l'avait dit. Psychologiquement, j'étais au 36e dessous. Je ne comprenais pas ce qui se passait. À son arrivée, Tim sait qu'il n'a pas de temps à perdre. Cependant, il est tout de suite abasourdi par la réaction de la police concernant la disparition de Lucy. On m'a dit elle est adulte. Ça ne fait que 2 ou 3 jours qu'elle n'est plus là. Elle a dû se prendre une cuite quelque part. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Le plus alarmant, c'est la soudaine absence de communication de la part de Lucy. Ceux qui connaissaient Lucy savaient que ça ne lui ressemblait pas. C'était une fille qui gardait des liens très étroits avec son amie Louise et sa famille en Angleterre. Salut Sophie, c'est moi Lucy. Elle appelait fréquemment, C'est ça, oui. même si elle n'avait rien à raconter.
Tim et Sophie ont du mal à persuader la police tokyoïte que leurs inquiétudes sont fondées. Avec Sophie, on se rendait au poste de police. On nous installait dans une petite salle d'interrogatoire de 3 mètres sur 2,50 mètres et il ne se passait rien. Le processus prenait un temps fou. C'était énervant. Et à chaque fois qu'on y allait et qu'on attendait, on n'arrêtait pas de se demander où était Lucy. « 12 jours après sa disparition, en l'absence de l'aide de la police, Tim entreprend sa propre enquête. Grâce à l'aide de Louise, il retrace les derniers déplacements connus de sa fille. Le jour de sa disparition, elle avait un Dohan, un rendez-vous tarifé, avec un client du Casablanca. Je t'appelle tout à l'heure. Amuse-toi bien. À plus. C'était un samedi matin. Lucy a quitté la maison qu'elle partageait avec Louise pour retrouver un client du club où elle travaillait pour un rendez-vous. Il lui avait promis un téléphone portable, ce qui était un objet de valeur qu'elle ne possédait pas. Vers 17 h, Lucy appelle sa colocataire. Allô? Salut, c'est moi. Salut. Ça va? Oui, et toi? Super. Et au fait, il va m'acheter un nouveau portable, c'est génial. Elle a appelé quelques heures plus tard, pétillante, disant que le type lui avait donné une bouteille de champagne. À 19 h, Louise reçoit un nouvel appel. Allô? Je suis chez lui. D'accord, mais tu rentres quand? Il est quelle heure? 19 h. Je pars dans une demi-heure. D'accord. À plus. Merci. Tout ce qu'on savait, c'était que Lucy était partie sur la côte avec quelqu'un dans l'après-midi et qu'elle n'était pas revenue. On était sûr que l'affaire était grave, parce qu'elle avait prévu quelque chose le soir même avec Louise, et que ce n'était pas du tout son genre de ne pas tenir ses engagements. Une fois de plus, Tim retourne au poste de police. Il sait qu'en localisant le téléphone que sa fille a utilisé, il pourrait la retrouver. Les policiers de Tokyo nous ont dit de manière catégorique qu'il était interdit par la loi d'enquêter sur des conversations téléphoniques, parce que ça portait atteinte à la vie privée. Les Blackman enragent. À nouveau, Tim doit faire avancer l'enquête sans l'aide de la police. Il se tourne donc vers les médias afin de rendre l'affaire publique. Il organise une conférence de presse. L'idée selon laquelle elle aurait éprouvé un soudain intérêt pour une secte religieuse un samedi après-midi ne tient absolument pas la route. Kentaro Katayama, un journaliste et animateur de télévision locale, suit l'affaire. La famille a joué un grand rôle dans cette affaire. À l'époque, on les voyait quasiment tous les jours à la télévision, en train de poser des affiches et de demander des renseignements à d'éventuels témoins. Le recours aux médias porte ses fruits. L'affaire passionne les foules. Mais malgré sa mise sous les projecteurs, l'enquête progresse lentement et s'avère peu concluante. Devant l'indifférence de la police, Tim ne se décourage pas et trouve un autre moyen de faire parler de la disparition de sa fille. Quand on a appris que Tony Blair venait au Japon, on s'est rencontrés devant les caméras. Il a aussi parlé de l'affaire au Premier ministre japonais. Cette rencontre a été très importante et cela a permis que la disparition de Lucy soit très médiatisée. La police était sous pression comme jamais, surtout à cause des efforts de Tim Blackman pour exercer une pression politique sur le gouvernement japonais.
Grâce à son immense couverture médiatique et à l'intervention du Premier ministre britannique, cette affaire de personnes disparues devient la plus importante de toute l'histoire du Japon. Néanmoins, aucun élément nouveau n'est à signaler. Les dirigeants de ces bars et de ces clubs n'avaient pas envie d'avoir des histoires avec la police. Ces jeunes femmes expatriées qui travaillaient dans ce bar ne seraient jamais allées au poste de police pour y donner des renseignements. La première chose que font les policiers quand on va au poste, c'est demander nos papiers d'identité et notre carte de séjour. Les filles ont donc peur de se faire expulser. Tim comprend qu'il doit employer de nouvelles méthodes pour retrouver sa fille. En mettant en place une hotline, on espérait récupérer des renseignements qu'on n'aurait pas eus autrement. Dès son ouverture, la hotline reçoit une centaine d'appels. Beaucoup viennent d'anciennes hôtesses des clubs du quartier de Roppongi. On a reçu un tas de coups de fil et j'ai parlé à des filles qui m'ont raconté certaines choses qu'elles avaient vécues. Elles étaient parties avec un type à bord d'un bolide. Il les avait emmenées sur la côte avant de rejoindre son appartement où elles avaient dîné et bu un vin très particulier. Bien. À chaque fois, ces femmes disaient qu'après avoir bu ce vin, elles avaient immédiatement perdu connaissance. Elles se réveillaient le lendemain, complètement patraques. Elle se rappelait avoir vu la loupiote rouge d'une caméra et avoir été très malade à leur retour à Tokyo pendant plusieurs jours. Plusieurs filles décrivent l'homme qui avait demandé le Dohan comme un japonais très opulent, élégant, approchant la cinquantaine. La police intensifie ses recherches près des clubs de Roppongi et réexamine tous ces dossiers impliquant un viol ou une agression d'hôtesse. La mère de Lucy, Jane Steer, demande à Day Davis, un agent de Scotland Yard à la retraite, de se joindre aux recherches. La première chose à faire, normalement, consiste à vérifier les informations dès que quelqu'un a soi-disant été drogué, enlevé, violé ou que sais-je. Ça n'a rien de sorcier. Ce sont les procédures de police habituelles, sachant que la police de Tokyo avait 80 à 100 agents pour faire ces vérifications. On se rend compte qu'ils ont mis un peu de temps à s'y mettre. Néanmoins, les lois japonaises concernant la vie privée représentent un réel obstacle dans cette enquête. C'était un gros problème. Comme Lucy avait passé ses coups de fil depuis un portable, il aurait été possible de le localiser. Tim et Sophie s'adressent directement à Derry Irvine, le lord chancelier en visite au Japon, dans l'espoir que sa connaissance du droit soit d'un secours quelconque. Il a persuadé les autorités japonaises qu'une enquête policière était confidentielle et privée, elle aussi, et que par conséquent, une enquête de police sur des conversations téléphoniques passées sur des portables ne contrevenait pas à la vie privée des citoyens. Maintenant capable de localiser les appels passés par Lucy le jour de sa disparition, et fort des informations recueillies par la hotline, les policiers ont un nom. Joji Obara, 48 ans. Les enquêteurs l'arrêtent à Tokyo, chez lui. Le suspect numéro 1 est en état d'arrestation et des agents chevronnés s'apprêtent à l'interroger. L'enquête a fait un réel bond en avant. Où avez-vous fait la connaissance de Lucy Blackman? Pas de commentaire. Selon le professeur de droit et procureur à la retraite Takeshi Tsushimoto,
les dénégations d'Obara pourraient jouer en sa faveur. Nous avons un taux de condamnation de 99%, croyez-le ou non. Et si c'est le cas, c'est parce qu'au Japon, les juges ont tendance à décider de la culpabilité ou de l'innocence d'un prévenu sur la base de preuves apportées par les aveux. Tandis que les policiers font tout pour obtenir cet aveu crucial, leurs collègues entament la fouille des demeures d'Obara à la recherche d'indices concernant la jeune femme. En fouillant ces nombreuses propriétés à travers tout le pays, les policiers ont trouvé énormément d'éléments. Parmi les médicaments, la police découvre plusieurs bouteilles de chloroforme, un liquide capable d'endormir. Entre 4 et 5 000 cassettes vidéo sont saisies afin d'être visionnées. Les enquêteurs trouvent ensuite une pellicule d'appareil photo non développée. On saura ensuite qu'elle contient des photos de Lucy dans l'appartement d'Obara et sur la plage. Obara est acculé. Il admet qu'il a rencontré Lucy. Étiez-vous avec Lucy Blackman le jour de sa disparition? Oui, je ne le nie pas. Il a admis qu'il avait rencontré Lucy au club, qu'il l'avait invitée dans son appartement sur la côte et qu'il l'avait prise en photo au bord de la plage. On a mangé et bu quelques verres. Il n'a pas nié qu'elle était chez lui, mais il a nié toute implication dans sa disparition. Je l'ai laissée à la gare et elle est partie. À quelle heure? Elle allait où? Pendant que Joji Obara refuse de parler, la police enquête sur son passé. Obara est un homme d'affaires riche et séduisant, issu d'une famille qui a fait fortune avec des salles de pachinko, des sortes de machines à sous. Il doit également ses millions à sa réussite dans l'immobilier. Si en apparence il ressemble à un riche excentrique, collectionneur de voitures de luxe, on en sait très peu sur lui. La personnalité de Joji Obara est un mystère en grande partie. Il existe très peu et même quasiment aucune photo de lui après sa sortie de l'université. Dans la mesure où le suspect se mure dans le silence au cours de l'interrogatoire, les policiers fouillent encore plus méticuleusement ses demeures à la recherche de pièces à conviction. Ils ont découvert des cahiers dans lesquels il consignait ses rencontres avec des femmes depuis sa jeunesse. Il y avait quelques noms. Les policiers n'ont pas pu identifier toutes les femmes, sauf certaines. Sur un carnet, Obara a écrit « Trop de chloroforme ». Âgée de 21 ans, Lucy Blackman a disparu alors qu'elle travaillait comme hôtesse à Tokyo. Carita Ridgway travaillait comme hôtesse à Tokyo en 1992. Un matin, un coup de fil prévient sa sœur qu'elle est à l'hôpital. Elle accourt et découvre Carita très mal en point. C'est un soi-disant monsieur Nishida qui l'a amenée à l'hôpital. Vous savez ce qui s'est passé? Hier soir, elle a mangé des huîtres crues. D'accord, je vois. Il explique qu'elle était en rendez-vous avec lui la veille au soir, qu'elle aurait mangé une huître crue et que c'est ce qui aurait provoqué une grave insuffisance hépatique. Après 12 jours de soins, les médecins estiment que la jeune femme est condamnée. Et le 29 février 1992, sa famille accepte que son assistance respiratoire soit débranchée. À l'époque, aucune enquête n'est menée. 8 ans plus tard, en 2000, 3 mois après la disparition de Lucy, l'affaire Blackman fait la une des journaux en Australie.
L'ancien fiancé de Carita est en Australie. Il lit les articles consacrés à la disparition de Lucy Blackman et immédiatement il se demande s'il y a un lien. Même si la dépouille de Carita a été incinérée en 1992, un élément crucial a été conservé. On peut saluer l'hôpital qui a pensé à préserver un échantillon du foie de la jeune femme. Il a donc été analysé à nouveau et on y a trouvé des traces de chloroforme. Les enquêteurs disposent donc d'un nouvel élément et d'un indice potentiellement capital pour résoudre l'affaire Lucy Blackman. Ils visionnent l'impressionnante collection de vidéos du suspect et font une sinistre découverte. Portant un masque, Obara se filme en train d'administrer du chloroforme à ses victimes avant de les violer. Au Japon, le viol de femmes sans connaissance s'appelle Junkogan. Cette pratique sexuelle est recherchée par certains fétichistes. Dans l'une des vidéos, la cause de la mort de Carita est élucidée. La police japonaise finit par trouver la vidéo de Joji Obara en train de violer Carita. Ainsi, elle parvient à démontrer que la jeune femme n'est pas morte à cause d'une huître pas fraîche, mais à cause des médicaments qu'Obara lui a administrés pour qu'elle perde conscience et qu'il puisse abuser d'elle. Les agents de police savent qu'ils ont affaire à un tueur et à un violeur en série. Ils inculpent Obara du viol et du meurtre de Carita Ridgway et du viol de 8 autres femmes. Les Blackman apprennent la nouvelle. Je lisais les articles comme tout le monde et je me disais que ce gars n'était vraiment pas net. Mais je ne pouvais pas penser qu'il pouvait être le meurtrier de Lucy. Sûrement parce que je me refusais à cette idée. Tim est au Royaume-Uni depuis qu'il a quitté Tokyo en septembre 2000. Grâce aux dons de sympathisants, il a dépensé des dizaines de milliers de livres sterling à la recherche de sa fille. Il est déprimé et à bout de force. D'autres éléments indiquant que Lucy n'a jamais quitté l'appartement d'Obara noircissent davantage le tableau. Sur le disque dur de son ordinateur, on a trouvé la trace de recherche internet concernant l'acide sulfurique ou comment se débarrasser d'un cadavre. Les policiers reconstituent l'emploi du temps d'Obara au moment de la disparition de Lucy. Bonjour. Je suis avec une femme qui est en train de faire une overdose. Qu'est-ce que je dois faire? Le 2 juillet, d'après ses relevés téléphoniques, il aurait téléphoné à plusieurs hôpitaux de la région pour savoir comment procéder avec une victime d'overdose. Je vais essayer. D'accord. Le 3 juillet, le concierge de son immeuble appelle la police pour se plaindre des bruits étranges qui viennent de son appartement. Il s'est disputé avec le concierge du bâtiment. 2 agents de police sont venus alors frapper à sa porte. On peut vous parler? Allez-vous-en. Apparemment, il était en sueur, agité, et il a refusé de laisser entrer les policiers. Pourquoi avez-vous refusé qu'ils entrent chez vous le 6 juillet? Comme j'étais en train de carreler ma salle de bain et que j'avais pris une douche, ce n'était pas pratique. Il les a chassés de manière agressive. Partez ou j'appelle mon avocat. Malgré ce comportement étrange, les agents de police sont pieds et poings liés. Par exemple, si une femme crie à l'aide,
La police a le droit d'entrer de force, uniquement dans ce cas de danger imminent ou dans le cas d'activité illégale. À ce moment-là, les officiers de police présents sur le palier ont dû se dire qu'ils n'avaient pas besoin d'intervenir, ou alors ils ont été complètement bernés par M. Obara. Cela fait 7 mois que Lucy a disparu et 18 semaines qu'Obara est aux mains de la police. Les enquêteurs élargissent leur champ de recherche autour de l'appartement côtier du suspect. Ils franchissent les arbres jusqu'au rocher où une grotte surplombe la baie. Et à l'entrée de cette grotte, ils découvrent une baignoire retournée. J'étais chez moi, en train de regarder le journal télévisé, et je voyais tous ces draps bleus et les policiers qui s'activaient sur la plage. Sous la baignoire, ils trouvent plusieurs sacs contenant des restes humains et un bloc de ciment. Je crois que tout le monde savait que c'était le corps de Lucy, mais moi, je ne le pensais pas. En découpant le ciment, les médecins légistes mettent au jour un crâne. L'examen dentaire permet d'identifier le cadavre. Il s'agit bien de Lucy Blackman. Dans mon souvenir, la première fois que j'ai compris que c'était Lucy, c'était à ce moment-là, quand les derniers membres de son corps ont été trouvés. La longue enquête menée pour retrouver la jeune femme se solde par une fin tragique. Reste à traîner son meurtrier devant la justice. Mais Joji Obara nie toutes les accusations portées contre lui. Et qu'est-ce que vous dites de ça? Le 7 juillet, vous avez démembré Lucy dans la salle de bain avant de la cacher dans une grotte. Pas de commentaire. En l'absence d'aveu, ce sont les médecins légistes qui sont chargés de trouver des éléments compromettants. Ils déterminent rapidement l'outil utilisé pour démembrer le corps de la jeune femme. Voici les explications du docteur Masahiko Ueno. En examinant les découpes, on a remarqué de petites déchirures resserrées. Quand on utilise une scie, l'espace entre chaque déchiqueture est large, à cause de l'amplitude du mouvement. En revanche, quand on utilise une tronçonneuse, le mouvement est tellement saccadé que la surface des déchirures est particulièrement dentelée. Des reçus trouvés chez Obara confirment qu'il a acheté une tronçonneuse quelques jours seulement après la disparition de Lucy. Malheureusement, les médecins légistes ne trouvent aucun indice probant. Ils n'arrivaient pas à déterminer la cause, la date et le lieu de la mort de Lucy parce qu'il n'y avait pas de preuves tangibles ou de traces d'ADN provenant des poils ou du sperme d'Obara sur le cadavre. Il faut dire que ça faisait 7 mois que son corps démembré avait été caché dans un lieu humide et sablonneux. Il était en trop mauvais état pour qu'on prélève des échantillons et qu'on détermine la cause du décès. C'est un coup dur pour les enquêteurs. Mais pourquoi la police n'a-t-elle pas trouvé le corps plus tôt? Certaines personnes ont suggéré que les enquêteurs savaient où était le corps depuis le début, parce qu'ils avaient ratissé la zone avec des chiens. Ils auraient dû trouver le cadavre. Peut-être qu'ils savaient effectivement où était le corps, mais ils n'y ont pas touché parce qu'ils voulaient que Joji Obara leur indique son emplacement et qu'il avoue. Bon, monsieur Obara, vous continuez à nier? Oui, je nie en bloc. Si c'est le cas, c'était une grossière erreur. Le réquisitoire devra se fonder sur l'incroyable quantité de preuves indirectes incriminant Obara.
D'après le réquisitoire, cela faisait 10 ou 15 ans qu'il a enlevé des femmes. Il les droguait, et dès qu'elles avaient perdu connaissance, il en profitait pour les violer. Il les emmenait dans son appartement de la ville de Zushi. Entre. Merci. Il commandait éventuellement à manger et leur offrait quelque chose à boire. Tu veux un verre? Ah oui, d'accord. Il insistait pour que les filles goûtent un vin rare, qu'il disait venir d'Inde ou des Philippines, Tu vas voir, il est excellent. pour expliquer le goût étrange de sa boisson trafiquée. Si on boit cul sec, ça porte chance. Cul sec? Sinon, ça porte malheur. Santé. Santé. D'après le réquisitoire, c'est ainsi que Lucy a perdu connaissance le soir du 1er juillet 2000. Lucy. Ouais. Ouais. Joji Obara est accusé de l'enlèvement, du viol ayant entraîné la mort et de la tentative d'élimination du cadavre de Lucy Blackman, de 8 autres viols et du meurtre de Carita Ridgway. Le 3 juillet 2001, au cours d'une audience, Obara plaide non coupable pour l'ensemble des accusations. La date de son procès est fixée à novembre 2003. Les Blackman vont enfin avoir droit à la parole. Mais au cours du procès, Tim se retrouvera mêlé à une controverse qui lui vaudra les foudres de l'opinion publique et qui divisera sa famille. Le corps démembré de Lucy Blackman, âgée de 21 ans, a été découvert dans une grotte au bord de l'océan Pacifique, à 1 heure de route de Tokyo. Joji Obara, un séduisant millionnaire mystérieux, est accusé d'enlèvement, de viol et de meurtre, en plus du meurtre de Carita Ridgway, une hôtesse australienne, et de 8 autres viols. Son procès ultra médiatisé s'ouvre en novembre 2003 et provoque l'incrédulité de la famille de Lucy. On m'avait souvent demandé comment j'imaginais le procès. C'était complètement dingue. On avait vraiment l'impression d'être des figurants dans une série télévisée. On n'arrêtait pas de me demander si j'étais en colère contre lui, ou si j'avais envie de lui sauter dessus pour le poignarder. Mais non, rien de tout ça. Je ressentais un sentiment particulièrement étrange. Dès le début du procès, l'avocat de la défense, Yasuo Shionoya, remet en question le flot de preuves indirectes. Cette affaire est très compliquée. Les avocats de l'accusation et ceux de la défense ne voient pas du tout les choses de la même manière. Par exemple, nous ignorons la cause du décès de Lucy Blackman. Pour résumer, il y a beaucoup de faits que nous ignorons et beaucoup de zones d'ombre sur lesquelles personne n'a fait la lumière. La défense disait « Il n'y a aucune preuve qui montre que notre client aurait, selon vos dires, violé, tué et découpé cette femme en morceaux. Il n'y avait que des preuves indirectes. Et les avocats de la défense ont fait tout leur possible pour donner une autre explication à la présence de tous ces petits éléments. » Pour la famille de Lucy, ce procès est d'autant plus douloureux que les preuves ne sont montrées au juge qu'une fois par mois lors d'une courte audience. Le procès est d'une lenteur insupportable. On nous avait prévenu à plusieurs reprises que ce procès serait très long et qu'il durerait très longtemps. Cela dit, je n'avais pas pensé qu'il pouvait durer aussi longtemps. Le 30 septembre 2006, 3 ans après le début du procès, les événements prennent une tournure étrange quand Joji Obara fait une proposition aux parents de Lucy. On m'a dit assez tôt qu'il fallait que je m'attende à une réparation de la part de l'accusé.
À l'époque, j'ai trouvé ça un peu curieux. La défense propose à Tim et à son ex-femme, Jane Steer, plus de 450 000 livres sterling chacun de la part d'Obara. Au Japon, dans ce genre de procès, il arrive que l'accusé qui plaide coupable offre une somme d'argent à la victime en signe d'excuse et pour arranger les choses. S'il a donné de l'argent, c'était par obligation morale. Le fait est qu'il n'est pas responsable au regard de la loi. Par exemple, dans le cas de Lucy Blackman, il sentait qu'il avait une obligation morale de donner de l'argent à ses parents, parce qu'elle était morte, alors qu'il l'avait invitée chez lui peu de temps avant. Tim accepte l'offre. Mais la mère de Lucy, Jane Steer, la refuse et désapprouve en public la décision de son ex-mari. Jane disait que les procureurs leur avaient déconseillé d'accepter toute compensation financière à ce stade du procès. Mais Tim a pris l'argent. Qu'avez-vous pensé quand il a accepté l'argent? Je n'arrivais pas à comprendre comment un père pouvait accepter de l'argent avant la fin du procès de la part d'un homme comme Joji Obara. Pour moi, c'est immoral. Je me suis dit qu'étant donné la souffrance que notre famille avait endurée, ce paiement était mérité, alors je l'ai accepté. Le 24 avril 2007, au bout de 4 ans de procès, les 3 juges rendent enfin leur verdict. Tim et Sophie sont au fond de la salle quand les peines sont prononcées. On entend un énorme bruit de chaises qui tombe, parce que les journalistes se ruent dehors à toute vitesse, sans qu'on comprenne pourquoi. À 55 ans, Joji Obara est reconnu coupable du viol et du meurtre de Carita Ridgway, ainsi que de 8 autres viols. Mais en ce qui concerne Lucy, il est acquitté. À bien des égards, nous pensons que la justice n'a pas été rendue pour Lucy. Aujourd'hui, la famille de Lucy est très déçue, je le sais. Mais je lui demande de comprendre la décision des juges. Au départ, Sophie et moi étions révoltés et stupéfaits que malgré toutes les preuves rassemblées contre cet homme, les juges puissent arriver à cette conclusion. Les avocats de l'accusation font immédiatement appel. Le 16 décembre 2008, le verdict est prononcé. Joji Obara est déclaré coupable de l'enlèvement de Lucy et de la tentative d'élimination de son cadavre. Nous avons traversé un véritable calvaire, pas uniquement aujourd'hui, mais ces 8 dernières années. Mais nous avons enfin obtenu 2 condamnations pour les crimes qu'Obara a commis envers ma merveilleuse Lucy. Même si Joji Obara passera le restant de sa vie derrière les barreaux, les profondes blessures de la famille de Lucy ne cicatriseront jamais. À mon sens, le premier enfant tient une place particulière. J'étais un jeune homme de 26 ans quand elle est née. Il y a une photo de moi avec elle, vers l'âge de 18 mois, en train de marcher dans l'allée. Malgré sa belle petite tête blonde, tout ce que je vois, c'est son avenir tragique.